Après le succès de Blanche-Neige et les Sept Nains, Walt a décidé de réaliser Pinocchio, un projet qui était déjà en travaux depuis quelques années. Cette longue production s'est inscrite dans un paysage international particulier puisque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en Europe. Aujourd'hui, je vous parle des 11 secrets de production de Pinocchio. When You Wish Upon a Star est devenu le générique des studios. C'est la chanson de ce Disney si spécial qui a été choisie pour représenter les studios depuis bientôt 100 ans. En quoi Pinocchio est-il si particulier? Pour cela, il faut revenir à l'origine du projet. En effet, Pinocchio est adapté du roman Les Aventures de Pinocchio, écrit par Carlo Collodi en 1881. Ce texte a connu plusieurs revisites et plusieurs adaptations. Beaucoup de personnes ont demandé à Walt d'adapter le conte en film. Les studios ont récupéré des informations sur l'œuvre lors de leur voyage en Europe pour préparer Blanche-Neige, en 1935. Ils se sont également procuré plusieurs textes de Pinocchio et ont demandé l'écriture d'une nouvelle traduction par Bianca Marjorie. Ce sont les nains de Blanche-Neige et les Sept Nains qui ont créé le personnage de Jiminy Cricket. Enfin, ce sont eux qui lui ont donné son nom en tout cas. En effet, son prénom vient de l'expression Jiminy, en remplacement de Jesus Christ, pour éviter d'injurer ou de blasphémer, que l'on peut donc retrouver dans Blanche-Neige et les Sept Nains. En parlant de ce personnage, le grillon de l'histoire originale est devenu Jiminy Cricket et a pris plus d'importance dans la narration. Il a joué la conscience de Pinocchio et est donc devenu la première figure d'un petit personnage qui accompagne le protagoniste. Jiminy a été pensé avec une personnalité décomplexée mais autoritaire. Au-delà de ça, les équipes ont gardé en tête que l'œuvre des aventures de Pinocchio possédait beaucoup de personnages et un ton très sérieux. Il s'agissait là d'un défi scénaristique pour tout condenser. Le projet a pu bénéficier de l'implication du scénariste Ted Sears, qui avait travaillé sur Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan. Comme tous les films d'animation à l'époque, les concept arts et les storyboards, ainsi que les musiques, ont été créés avant l'écriture du scénario. Les équipes ont d'ailleurs retravaillé l'histoire sur plus d'1 an. Elles se sont inspirées entre autres de la pièce de théâtre de Yasha Frank. Les concept art de Gustav Tangren et Albert Heurter, qui avaient tous les deux travaillé sur Blanche-Neige, ont influencé tout le design du film. Le Pinocchio de Disney ne se passe pas en Italie, mais en Europe du Nord. Au niveau de l'inspiration des décors en tout cas. Tangren est suédois et a préféré s'inspirer de l'Europe du Nord que de l'Italie. Il s'est plus spécifiquement inspiré de la ville de Rothenburg. On peut également évoquer le travail de Charles Philippot et de Hugh Hennessy en charge du layout, ainsi que la participation de Ken Anderson pour les décors. Pour l'île aux enfants, les équipes se sont inspirées du Trilon et de la périsphère de l'Exposition universelle de New York entre 1939 et 1940. Albert Heurter a quant à lui proposé une vision gothique, fidèle au côté sombre de l'œuvre originale. Il s'est concentré sur les éléments à l'écran, les accessoires et les personnages. Il a d'ailleurs été très généreux dans ses propositions. Le nombre des concept art qu'il a fournis a entraîné une quantité d'éléments très importants et très détaillés. Tous les éléments justement ont réellement été créés pour le film. Ces éléments, comme pour les personnages, se calquent sur des maquettes en modèle réduit ou en taille réelle de certains décors, de certains accessoires comme les pendules et même de marionnettes. Une bonne partie du film a donc été réalisée en chair et en os, enfin en bois et en terre cuite. On parle là du travail de Joe Grant, modéliste maquettiste pour les studios, au sein d'un tout nouveau département accueillant les artistes Jack Miller, Bob Jones, Charles Christodora, Ted Klein et Hélène Nerbovic McIntosh. Les ingénieurs se sont mêlés aux peintres et aux sculpteurs. Tous les artistes ont échangé leurs compétences, à l'image de Wide Enterprise quelques années plus tard. Les Imagineers de Disney sont nés avant même l'évocation du projet Disneyland. Pour les personnages, les équipes ont intégré Blanche-Neige et Prof dans le film. Blanche-Neige jouant en effet la Fée Bleue et Prof joue Geppetto. Ok, ça fait bizarre dit comme ça. En réalité, pour la Fée Bleue, après les premières esquisses de Tengren, le personnage a été inspiré par Marjorie Belcher, qui n'était autre que la référence physique de Blanche-Neige. La Fée Bleue a été dessinée par Jack Campbell. Pour Geppetto, on s'est inspiré dans un premier temps de Spencer Charles, qui était le modèle physique de Prof dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Le personnage a également été inspiré par Christian Rubb, référence en prise de vue réelle du personnage. Pour Pinocchio, les équipes ont pensé à un arlequin, à la commedia dell'arte, avec un aspect clownesque, machinal, un air prétentieux et méchant, mais qui a par la suite été rendu plus humain avec des traits plus ronds et cartoonesques. On lui a d'ailleurs offert 2 gants et le code très célèbre des 3 doigts du personnage cartoonesque. On lui a également offert un épi dans les cheveux, à l'image de certains personnages bien américains de l'époque. Pour aider, les équipes ont créé 175 marionnettes réelles de Pinocchio. Pour Jiminy Cricket, le personnage ressemblait davantage à un vrai criquet, mais Walt voulait quelque chose de plus rond. Ward Kimball a retravaillé le personnage 14 fois, jusqu'à supprimer quasiment tout ce qui faisait de lui un insecte, gardant cependant sa petite taille et sa couleur pour l'identifier tel quel. Pour Stromboli, les équipes ont pensé à une caricature de la communauté gitane. Son physique est inspiré de l'acteur Charles Judels. Pour Grand Coquin, le personnage est inspiré de Volpone le renard, une pièce de théâtre de Ben Jonson centrée sur la cupidité et l'avarice. On peut donc facilement voir le lien avec le personnage. On peut également penser à l'image du renard. Ne
dit-on pas rusé comme un renard? Grand Coquin possède un aspect négligé pour le côté mauvais du personnage, et fin pour la représentation de l'habile manipulation. Le physique du personnage est également inspiré du comédien Walter Catlett. Pour Gédéon, les équipes ont pensé à un mime silencieux, à la Simplet dans Blanche-Neige et les Sept Nains. En opposition à Figaro, tous deux étant des chats, Gédéon est un personnage humanisé. Pour le cocher, on a pensé à un visage de chérubin avec cependant un physique rond et imposant comme Stromboli. Pour Crapule, le personnage n'est autre qu'une caricature de Fred Moore, l'artiste en charge du personnage. Mais Crapule est également inspiré du comédien Frankie Darro. Walt a jeté à la poubelle 1 an de travail d'animation. Lors de la première réécriture du scénario, 5 mois d'animation ont donc été abandonnés. Les équipes sont par la suite reparties sur 6 mois de travail, qui ont également été annulés. Les studios ont fait une pause de 6 mois, et quand le travail d'animation a repris, le film a pu bénéficier de la présence de 3 des 9 sages Disney. Frank Thomas, Milt Kahl et Holly Johnston ont en effet réalisé les premières séquences d'animation. Le film a failli être accusé d'antisémitisme. Stromboli, qui a été animé par Bill Titla, un habitué des personnages musclés, a été présenté comme une caricature gitane, et parfois une caricature juive également. Heureusement, les autres personnages n'ont pas soulevé ce genre de débat. Pinocchio a été animé par Holly Johnston sur la séquence de la danse pour le spectacle de Stromboli, ainsi que la scène du mensonge, et par Frank Thomas pour les expressions faciales du personnage. Mais Pinocchio a également été animé par Fred Moore et Les Clark. Il s'agissait là d'un véritable challenge d'animer un personnage enfantin avec une mobilité de pantin. Les artistes ont beaucoup été aidés par les marionnettes des maquettistes. Jiminy Cricket a quant à lui été animé par Ward Kimball, Wolfgang Rettermann et Don Toffsley. Jiminy devait parfaitement s'intégrer dans l'animation des autres personnages et des décors malgré sa petitesse. Jack Campbell, qui a donc créé la Fée Bleue, s'est également occupé de son animation. Grand Coquin a quant à lui été animé par Norman Ferguson et Gédéon par John Lansbury. Gédéon présente des comiques de situation et de gestes afin que les personnages se complètent. Ce duo a un côté très théâtral. Les artistes ont également été aidés par Seamus Culhane et Preston Blair. Art Babbitt s'est quant à lui occupé de l'animation de Geppetto. Figaro a été animé par Eric Larson, qui s'est d'ailleurs inspiré de son neveu pour les gestes du personnage, et Cléo par Don Lusk. On a là un autre duo comique pour apaiser le ton du film. Wolfgang Rettermann s'est également chargé de l'animation de Monstro. La Fée Bleue a donné son logo à Columbia Pictures. Et oui, Evelyn Venable, qui a été choisie pour faire la voix de la Fée Bleue, est en réalité le modèle du logo Columbia Pictures. Evelyn Venable a donc doublé la Fée Bleue en enregistrant plusieurs fois ses dialogues pour laisser le choix à Disney de sélectionner la proposition qu'il préférait. Dickie Jones, 12 ans à l'époque, qui chantait à la radio qu'écoutait Walt, a été choisi pour faire la voix de Pinocchio. Cliff Edwards, chanteur américain, à qui l'on doit d'ailleurs Singing in the Rain, est devenu le voice actor de Jiminy Cricket. Pour Grand Coquin, on a fait appel à Walter Catlett, qui avait justement inspiré le personnage. Walter Catlett a retranscrit avec brio le comique verbal de toutes les répliques de Grand Coquin. A la base, Gédéon devait être doublé par Mel Blanc, mais ces dialogues ont été supprimés par la suite car le personnage de Grand Coquin avait trop de répliques. La scène sous l'eau a réellement été tournée sous l'eau. Bon, pour vous donner plus de contexte, les dessins de la scène sous-marine ont été filmés derrière 2 plaques de verre entre lesquelles les équipes ont versé de l'eau. C'est ce qui donne ce côté un peu flou à l'image. Pour les autres techniques, on a cherché à traduire la grandeur de Monstro avec un dégradé de couleur pour retranscrire la profondeur du personnage. On a également utilisé un aérographe sur la baleine pour lui donner un effet de grandeur, tout comme les oreilles de Figaro. Une caméra multiplan, qui est un procédé dont on a déjà parlé sur la chaîne et que vous devez bien connaître, a été utilisée pour créer de la profondeur cette fois-ci sur les décors. On a également fait appel à la technique de la rotoscopie, c'est-à-dire le dessin de l'animation image par image. Oscar Finchinger a été quant à lui appelé pour les effets de l'animation de la baguette de la Fée Bleue. Mais le véritable challenge de Pinocchio, ce sont ces ombres qui apparaissent tout au long du film, un film qui se déroule majoritairement de nuit. Ce challenge avec les ombres était plus spécifique lors de la scène où Pinocchio est enfermé dans sa cage dans la charrette de Stromboli. On a combiné plusieurs techniques, la caméra multiplan, l'animation de Pinocchio et l'animation de la cage en mouvement, une cage qui a été séparée en deux, une partie avant et une partie arrière pour englober les dessins de Pinocchio, avec des dessins pour la cage faits à l'aide de photostats, l'équivalent de photocopie. À cela, il fallait ajouter en plus la lumière de la Fée Bleue lorsqu'elle apparaît dans la scène. Les équipes se sont surpassées pour cette séquence. En parlant de la Fée Bleue, on peut également évoquer la transparence de sa robe, qui a permis le développement de la technique appelée poussière Disney. Pour finir de financer le film, Walt vend les droits des musiques de Pinocchio, de celles de Blanche-Neige et les Sept Nains et de celles de Dumbo à Bourne Music Company. Et c'est d'ailleurs cette entreprise qui les détient encore aujourd'hui. En parlant de musique, comme pour Blanche-Neige et les Sept Nains, on doit la composition de Pinocchio à Leigh Arline et Paul G. Smith. On doit également les chansons au parolier Ned Washington, qui avait lui aussi travaillé sur Blanche-Neige et les Sept Nains. Le film possède 7 chansons et 3 morceaux inédits qui n'ont jamais été utilisés dans la version finale.
La composition musicale de Pinocchio est extrêmement riche et variée. On a là un mélange de style, de ton et d'intention. Pour l'enregistrement des morceaux, les studios ont fait appel à un orchestre de 80 musiciens. Côté son, on a utilisé des percussions sur une toile tendue pour traduire les mouvements de la course-poursuite entre Monstro et Pinocchio. Le film sort le 7 février 1940 aux États-Unis après plusieurs années de développement et le travail de 750 artistes. Ce qui me saute aux yeux dans ce film, c'est que son image est très riche à l'écran. On a par exemple des plans mouvants, des plans de foule, des plans en contre-plongée, c'est beaucoup d'innovation technique. On retrouve cette richesse également à travers les décors, les costumes et les accessoires. On a énormément d'éléments très détaillés, avec beaucoup de motifs et de textures, et de nombreux jeux d'ombre. Cette richesse est également présente au niveau des couleurs. On a toute une palette de couleurs, de teintes et de nuances, et des dégradés. Mais malgré cela, l'image reste très sombre. On a des couleurs certes, mais ce sont principalement des pastels. Elles sont peu saturées, elles ne sont pas vives. On a beaucoup de scènes qui se passent de nuit, avec de la pluie ou sous l'eau. Et on a beaucoup de musique avec des passages assez inquiétants, tristes, ou même assez sombres. Ce côté sombre est présent dans la forme, mais également dans le fond, à travers les personnages. Grand Coquin et Gédéon, Stromboli, le Cocher, Crapule, Monstro la Baleine, ce sont tous des personnages vils, manipulateurs, méchants et dangereux, qui n'ont eux aucune conscience. On peut également évoquer le côté sombre à travers l'histoire, qui est un récit initiatique pour Pinocchio, suivi par sa conscience à travers Jiminy Cricket, constamment mis à l'épreuve face aux autres personnages et aux situations auxquelles ils font face. On a également une narration avec beaucoup d'enjeux et de rebondissements pour traduire ce côté récit initiatique de l'histoire de Pinocchio. Une narration qui est d'ailleurs permise par la durée du film, 1h31, plus d'1h30. C'est plus que Blanche-Neige et les 7 nains et c'est 1h23, ou Dumbo, 1h04 et Bambi, 1h08. On a enfin l'enchaînement de scènes très dures. Geppetto qui a perdu son fils et qui le cherche la quasi-totalité du film, les enlèvements des enfants avec Stromboli ou le Cocher, Grand Coquin qui demande également qui ils doivent éliminer pour gagner encore plus d'argent quand le Cocher leur en propose avec Gédéon, des enfants qui boivent et qui fument, qui se conduisent mal, et enfin l'image de Pinocchio noyé. Le film a été un échec monstrueux à sa sortie. Bon, en soi, les critiques ont été dithyrambiques. Sur la proposition et son exécution, le film a vite été considéré par beaucoup de spécialistes comme le plus beau Disney en termes de storytelling, d'animation et d'esthétisme. Bien sûr, de nombreuses références européennes sont présentes dans Pinocchio et le film était à la base adressé à un public américain. Quelques éléments ont donc été critiqués, mais rien de bien méchant. Le film a obtenu l'Oscar de la meilleure chanson avec Quand on prit la bonne étoile et de la meilleure musique pour un film musical. Pinocchio possédait un budget qui se situe entre 2,5 et 2,6 millions de dollars américains, plus que Blanche-Neige et les 7 nains qui possédait lui un budget de 1,45 million de dollars. Ce budget équivaut à 100 millions de dollars à la fin des années 90. Si Blanche-Neige et les 7 nains a rapporté 8 millions de dollars américains lors de sa première exploitation, Pinocchio n'en a rapporté que 2 millions, ce qui ne rembourse pas le film. Les studios sont endettés et cet échec impacte tous les projets suivants. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que Pinocchio a été privé du marché européen, ce qui représentait presque la moitié du marché mondial à cause de la Seconde Guerre mondiale. Le film est sorti en France 6 ans plus tard, en 1946, en même temps que Fantasia. Pinocchio a connu de nombreuses ressorties qui ont contribué au succès du film et du personnage et qui ont permis de renflouer les caisses. En 2000, le film comptabilisait plus de 84 millions de dollars américains au box-office. Pinocchio est entré au National Film Registry en 1994. En plus du merchandising de l'époque, le film donne lieu à de nombreux produits dérivés encore aujourd'hui. Pinocchio a créé des personnages forts, présents par la suite dans d'autres productions Disney et dans les parcs Disney du monde entier. Le film a même le droit à sa propre attraction. J'ai toujours eu du mal à accrocher à ce film à cause de son ambiance très sombre. Pour le coup, je me suis fait violence pour la préparation de cette vidéo et je ne suis pas déçu, car en tout état de cause, Pinocchio est clairement au-dessus de tout ce qu'ont pu faire les studios. Je trouve finalement que c'est un film extrêmement généreux. Pinocchio est un chef-d'œuvre d'animation qui a connu un destin chaotique. On peut vraiment dire que les studios ont fait feu de tout bois pour nous livrer ce grand classique. Son influence a impacté toutes les autres productions, jusqu'à en entendre la musique en chaque début de film Disney.